Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bravo pour les courageux qui sacrifient leur lunchtime pour cette conférence, peut-être simplement en déjeunant, écouter cette conférence. Bienvenue aussi à tous les replayers qui l'écouteront à un autre moment, et je suis ravie d'échanger avec vous sur ce sujet des soft skills, qui est un de mes sujets depuis des années. Je remercie bien sûr Parlons RH et toute son équipe, particulièrement Ferhat, de son soutien et de cette invitation qui me paraît vraiment intéressante. Donc voilà, j'avais envie d'explorer avec vous un sujet alors qui a un petit peu poil à gratter. C'est en effet la face obscure des soft skills. Alors, dark side of the soft skills. Alors, évidemment, on va me dire qu'il fallait parler français, mais c'est intéressant aussi, on va le voir, d'utiliser des mots anglais, parce que derrière les mots anglais, eh bien, il y a des sortes de conventions un petit peu faciles qui font que peut-être ça nous facilite la vie. On va le voir ensemble. Alors, le dark side, c'est quoi? C'est la face cachée. Et la face cachée, c'est pas forcément obscur ou noir ou négatif. Je suis pas du tout dans cet esprit-là. Mais c'est comme pour la Lune. Si vous avez suivi un peu les actualités, les Chinois viennent de poser un robot du côté de la face cachée de la Lune, et ça leur apporte des informations que nous n'avons pas. Parce que, en fait, la Lune, nous n'en connaissons que quelques kilomètres carrés. Et là, ça permet de découvrir un historique, une histoire de la Lune qu'on ne connaissait pas. Et puis, ça nous permet aussi d'aller vers l'espace de façon différente, parce que c'est sûrement de l'autre côté de la Lune que se trouveront les futures bases pour aller explorer davantage d'espace. Donc, c'est dans cet esprit-là que je vous propose d'explorer cette face cachée des soft skills. Alors, les faces cachées, on en a tous. C'est une grande théorie, enfin, ce sont des grandes théories en psychologie. Et si ça vous amuse, dans votre chat, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre votre face obscure d'une de vos soft skills. Voilà, on vous dit très audacieux, quelle pourrait être la face cachée. On vous dit très empathique, quelle pourrait être la face cachée. Voilà, on a ce genre de choses qui peuvent se passer, parce qu'il y a toujours une face obscure. Alors, l'idée est bien sûr d'alimenter toutes ces réflexions très intéressantes sur les soft skills. Et ce qui m'interpellait, et ce qui m'interpelle depuis des années que je travaille sur ce sujet, alors qu'il s'appelait avant, on l'a beaucoup dit sur les webinaires précédents, savoir-être plutôt, ce qui m'intéresse, c'est comment on en arrive là. Et quand je dis là, on est en 2021, et quoi? C'est de l'engouement, voilà, les soft skills, les soft skills, les soft skills, de la surenchère. De plus en plus de personnes en parlent, et en parlent avec peut-être beaucoup d'emphase, avec beaucoup d'imagination, on y reviendra, et aussi beaucoup de certitude. On ne discute pas les soft skills. Les soft skills, c'est politiquement correct. Et moi, du coup, quand je vois un phénomène aussi consensuel, je me dis, il faut aller interroger le consensus. Louis Pasteur, qui est un grand scientifique, vous le savez, il disait « Ayez le culte de l'esprit critique ». Alors, c'est peut-être ma casquette de chercheuse, mais j'ai envie d'aborder cette question avec un esprit critique. Alors, pourquoi explorer cette face cachée des soft skills? Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux. Donc, il y a d'abord ne pas se laisser enfermer dans une seule idée. Ça, c'est très, très important, parce que là, on est dans une sorte de tunnel et on ne discute plus, et peut-être que ce tunnel va nous enfermer, et ça serait vraiment dommage. La deuxième chose, c'est quand on a une posture critique et qu'on va voir un peu qu'on creuse un peu un concept, eh bien, c'est qu'on va l'enrichir. C'est-à-dire qu'on va l'enrichir, et actuellement, je crois qu'on est beaucoup dans cette idée, qu'on est de plus en plus dans l'idée du débat, de la controverse, de la délibération, et pas dans l'idée uniquement de donner la connaissance. Et c'est cette posture critique qui permet de faire avancer les sujets. Ensuite, c'est aussi un enjeu important, c'est d'éviter tous les dégâts collatéraux qu'on n'aurait pas anticipés faute de réflexion. Et on le verra, pour moi, il y a des risques à ne pas réfléchir sur certaines utilisations, mobilisations des soft skills. Et puis, peut-être aussi se dire qu'il faut résister à certaines tentations quand il y a beaucoup d'engouement, quand il y a beaucoup d'envie, quand il y a beaucoup d'attentes. On le sait en management,
eh bien, ça risque aussi de devenir un business juteux, un fonds de commerce, et c'est pas toujours très positif. Parce qu'il peut y avoir des dérives et c'est pareil, prendre du recul, peut-être évitera, en tout cas, avoir un éclairage, une vision plus éclairée quand on est, entre guillemets, un client. Alors, ça peut être valable pour les RRH, mais ça sera valable aussi pour les personnes. Voilà, qu'est-ce qu'on me veut avec ces soft skills? Donc, c'est un peu tous ces enjeux, je pense, intéressants à explorer. Alors, pour l'explorer, avec l'idée que derrière l'idée la plus généreuse, le concept le plus généreux, il y a toujours un côté obscur. C'est vrai sur beaucoup, beaucoup de sujets. Et du coup, je dirais, c'est pas facile. Il faut avoir du courage. Alors, le courage, c'est pas identifié comme une soft skills, hein, mais c'est, je vous le rappelle, une vertu cardinale, une vertu aristotélicienne, une vertu cardinale, et voire la vertu la plus cardinale, avoir du courage. Courage, justement, de se dire, peut-être que ce n'est pas, je ne vais pas foncer avec tout le monde dans les soft skills. Et puis, je dirais, c'est, soyons clairs, une façon d'exercer une des soft skills, et pour moi, certainement la plus importante. La soft skills première, séminale, comme on peut dire, la réflexivité. Alors, la réflexivité, là aussi, hein, c'est pas tout récent. Grands chercheurs comme Vygotsky l'avaient beaucoup théorisé. Cette idée, donc, d'exercer sa réflexion en action, cette idée d'exercer sa réflexion pour l'action, de se regarder faire. Et ça, je crois que nous sommes tous là, des spécialistes des soft skills, des compétences soft skills, des experts en soft skills. Et peut-être que ce serait bien que nous disions, pourquoi et est-ce que j'ai envie d'être avec le troupeau ou d'en sortir un peu. Donc, l'idée, c'est évidemment de ne pas remettre en cause les soft skills. Je ne suis pas en train de dire, et ce ne sera absolument pas mon projet, que ce n'est pas bien, que c'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est, je le répète, de ne pas céder à une mode managériale dont les entreprises sont très friandes. Et j'adore la dynamique qu'on a, le fameux paradigme que nous connaissons, changer pour connaître. C'est-à-dire se dire, le fameux test and learn qu'on peut voir aussi comme ça, mais après tout, on va avancer dans la dynamique de la connaissance des soft skills, dans leur évaluation, dans leur description, et puis on les connaîtra de mieux en mieux. Moi, je dis attention parce que là, on touche aux personnes, on touche à leur intimité, on touche à leur estime de soi, et qu'il peut y avoir des risques à mal les manipuler. Donc, cette vision de on avance, puis j'ai envie de dire on verra bien, ça me paraît un petit peu discutable, très discutable, sur ce sujet qui est quand même hautement important pour nous en tant que personnes. Et donc, mon objectif avec cette conférence, qui est une réflexion, qui actuellement dans un livre que je suis en train d'écrire, c'est l'idée d'un concept durable. On va vraiment, il faut que les soft skills, tout le monde le pense, mais est-ce qu'on le fait de la bonne façon? L'installer comme un concept durable qui s'inscrit donc dans le temps long et qui ne sera pas quelque chose de jetable. Allez hop, les soft skills, bon, c'était bien, mais on va passer à autre chose. Et qui va aussi s'inscrire dans ce fameux paradigme de la responsabilité sociétale des organisations, de la responsabilité des managers, de la responsabilité de tout collaborateur d'une organisation, quelle qu'elle soit. Donc, c'est bien mon objectif de consolider les soft skills. Alors, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est allons-y doucement, piano, piano. Parce que c'est vrai que quand on en a trop envie de quelque chose, là, on sort de 15 mois un peu difficiles, eh bien, ça pourrait être une tentation d'aller très vite. Et je crois que là aussi, les soft skills, d'ailleurs, ce mot soft sur lequel je reviendrai, flirte avec le côté du slow management. C'est-à-dire qu'il faut du temps. Il faut du temps pour en parler, il faut du temps pour les évaluer, il faut du temps pour les développer, il faut du temps pour les apprivoiser. Donc, slow management, doucement, avançons sans précipitation. Il n'y a pas de clé magique, il n'y a pas de test magique, il n'y a pas de training ou d'entraînement ou de formation magique. Et c'est ça qu'il faut accepter. Accepter ce qu'on appelle la chronobiologie des personnes, accepter la chronobiologie
désorganisation. Ce qu'on fait rarement, surtout quand on sort, comme maintenant, d'une crise. Et comme nous dit une pub actuellement d'une grande banque, allez, on va accélérer la croissance, la relance. Voilà, on l'a à peine démarré, et déjà, il faut accélérer, accélérer. Non, le tempo des organisations doit aussi savoir faire prendre du temps et ralentir. Alors, je vais aller très vite sur le pourquoi de ces attentes très fortes vis-à-vis des soft skills. C'est cette période de transition après 15 mois sous pandémie, ce sentiment de perte de repères. Alors que j'ai illustré, vous voyez, j'ai beaucoup d'illustrations avec le fameux film Inception, là où tout est renversé, et je crois que pour beaucoup de personnes, c'est un peu ce qui s'est passé. Des prises de conscience très intimes sur la fragilité de notre monde. Et quand je dis notre monde, je pense à la famille. Le taux de divorce a explosé. Je pense au monde, de notre monde professionnel, voilà, de notre monde, de notre planète. Cette fragilité de l'être, cette fragilité de notre environnement. Et puis, tous ces changements radicaux qu'on nous a amenés à vivre de façon très, très accélérée. Et c'est vrai que beaucoup de choses étaient là, on le sait, le télétravail était présent, ça fait des années que les salariés demandent du télétravail, des techniques existaient, l'ARN messager existait, on nous l'a expliqué, mais là, en quelques mois, pouf, ça a avancé, l'intelligence artificielle accélérée, nos pratiques numériques. Donc ça explique aussi qu'il y a des interrogations, des peurs, des vides qu'on veut combler. Alors les soft skills ne sont pas les seuls à pouvoir les remplir, mais c'est vrai qu'elles font partie, je pense, actuellement de ce qu'on aimerait avoir pour avancer. Alors, les soft skills, je vais reprendre une phrase d'un professeur très célèbre, Dan Ariely, qui est professeur de psychologie et d'économie à Duke, USA. Et Dan Ariely, il a été beaucoup repris sans être forcément cité. D'ailleurs, je n'ai pas mis son nom sur cette slide. J'ai envie de le paraphraser parce qu'il parlait de l'intelligence artificielle en disant « mais les soft skills, c'est un peu comme le sexe chez les adolescents ». Beaucoup de DRH et de managers évoquent les soft skills comme les adolescents parlent du sexe. Alors, ils en ont entendu parler, ils souhaitent les pratiquer, ils pensent que tout le monde le fait, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et c'est vrai que une de mes collègues, Delphine Stein, qui a fait un travail doctoral extraordinaire pendant 5 ans en interrogeant des dizaines de managers, a eu ce résultat. Voilà, tout le monde le fait, j'aimerais le faire, mais voilà, je ne sais pas comment m'y prendre. Et je crois que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Une journée comme celle-là apportera certainement des réponses. Alors, malgré tout, même si on ne sait pas comment s'y prendre, même si on ne sait pas tout à fait ce que c'est, ça fait un moment quand même qu'on les mobilise. Et c'est vrai que vous ouvrez la moindre petite annonce, alors sur LinkedIn par exemple, qui est quand même le réseau où on voit de plus en plus de petites annonces. Voilà, je tombe, c'est un copier-coller, mais il y en a des dizaines. Voilà, on cherche quelqu'un doté d'une réelle intelligence relationnelle et situationnelle et d'une autorité naturelle permettant l'adhésion des équipes au déploiement de la stratégie. Adaptable, flexible, patient, tenace à la fois, organisé et rigoureux. Voilà, so what? Où est le curseur? Qu'est-ce qu'il y a derrière j'ai envie de dire, ces macro-mots, ces mots-valises? Et c'est vrai que le rendez-vous risque d'être raté. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer une annonce où on aurait d'impatients qui abandonnent tout de suite, de colériques, de bordéliques? Non, c'est pas possible. Donc, il y a des formes d'évidence comme ça qui s'installent. Et en même temps, quelle personne dira bah, « je ne suis pas flexible, je ne suis pas patient », ou on se dira peut-être bah, qu'elle est le suffisamment patient, le suffisamment flexible. Et je parle là de rendez-vous ratés entre ce qu'attendent les organisations et ce qu'attendent peut-être ou ce qu'espèrent les salariés au moment d'un recrutement, mais aussi au moment d'une évaluation, au moment d'une promotion. Et je crois que là, il se passe un rendez-vous qu'il faut qu'on arrive, un carrefour qu'il faut qu'on arrive ensemble à mieux identifier pour parler de la même chose et ne pas avoir des effets qui pourraient être assez délétères. Donc, je parlais de concept valise. Pour moi, les soft skills le sont encore. Je travaille avec Delphine Stein sur un livre où, une fois de plus, en tant que chercheuse, on s'est penché sur les définitions. C'est comme le mot compétence.
il y a des dizaines et des dizaines de définitions. Je crois qu'à un moment, il va falloir quand même qu'on se mette d'accord sur la façon dont on les définit. Alors, je disais, les chercheurs, c'est une chose, mais avec les entreprises, bien évidemment, le monde managérial, le monde de la recherche doivent dialoguer. Un mot valise, c'est quoi? C'est qu'on regarde la même chose, mais on ne voit pas la même chose. Ouais, soft skills, pour moi, c'est ça. On parle de la même chose, mais toi, tu vois autre chose. Et c'était le cas avec ma petite annonce tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de définition partagée, donc c'est difficile de cumuler, parce qu'en fait, on est dans un éparpillement. Et puis, on est facilement dans une inflation des termes, où tout est tout en tout. Alors, tout à l'heure, on parlait des math skills, mais enfin, ça ne me dérange pas trop, et l'intelligence émotionnelle, l'intelligence, les intelligences multiples, les HPI, etc. Tout est soft skills sans être soft skills. Et je crois que là, après, on est dans une sorte de grande bouillie, un grand boulga des soft skills, de l'intelligence émotionnelle, etc. Et il va falloir quand même prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Alors, je disais, c'est pas anodin parce que ça peut créer des incompréhensions, mais des incompréhensions, de la déception et de la souffrance. Et je crois que si on a envie tous, c'est bien d'éviter ça. Alors, pourquoi ce biais de confirmation joue à plein? Alors, le biais de confirmation, je vous rappelle, c'est un biais cognitif qui va faire que on a en tête, par exemple, une définition des soft skills à nous, et tout ce qui va aller dans notre sens, on va le garder, et tout ce qui ne va pas y aller, on va l'écarter. Et donc, quand je parlais un peu du piège de l'enfermement, c'est ce qui peut se passer avec donc le biais de confirmation sur des définitions trop vagues. Alors, donc les définitions sont vagues, pas établies et multiples. Et c'est vrai que je trouve très intéressant qu'on utilise un mot anglais, skill. Parce que c'est vrai que quand on recherche, avant, c'est le skill, le soft skill, c'était le savoir-être. Mais on nous dit c'est mieux que le savoir-être, c'est plus que le savoir-être. Mais quand on va regarder le mot, les traductions sont hyper nombreuses. C'est habileté, c'est aptitude, c'est même compétence. Et quelque part, je pense que un des pièges, justement, c'est d'utiliser un mot anglais. Donc, on remplit les trous avec ce qui nous arrange. Et puis, ce qui me gêne aussi beaucoup, c'est quand je vais sur des sites qui parlent des soft skills, voire qui vendent des projets autour des soft skills, c'est qu'on fait son marché dans les cadres théoriques. Alors, un petit coup d'intelligence émotionnelle, un petit coup de Palo Alto, un petit coup de la méthode ceci. C'est toujours difficile de faire des faits très hétéroclites. Et du coup, on arrive à un peu un concept attrape-tout. Et moi, j'ai le sentiment, alors je grossis le trait, hein, vous me pardonnerez, on est un peu d'abord entre nous, et puis j'ai envie de dire, il y a un peu de provocation salutaire. Télétravail, waouh, comment on va mettre en place le télétravail? Soft skills. L'intelligence artificielle qui arrive, soft skills. Transition professionnelle, soft skills. Chômage, retour à l'emploi, soft skills. Et ça me fait un petit peu frémir de voir qu'elles peuvent avoir des réponses à tout. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est un concept soft ou est-ce que c'est un concept doudou, hein, au sens d'un objet transactionnel voilà, qui nous aiderait à vivre? C'est vrai qu'on peut y voir une valeur refuge. Avec les soft skills, la créativité, l'empathie, l'audace, on reste des humains, on est au cœur de l'humain. Un peu une bouée de sauvetage face à l'océan des big data et de l'intelligence artificielle qu'on perçoit comme très menaçante, avec l'idée l'intelligence artificielle, c'est des machines, c'est artificiel, et puis nous, on est humains et on va dominer la machine. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, une forme d'assurance sur laquelle je reviendrai, le for good. Je disais, c'est politiquement correct, les soft skills, ça ne peut faire que du bien, ça ne peut faire que progresser les personnes et l'organisation. Mais moi, je trouve qu'on est beaucoup plus dans des convictions, avec les biais de confirmation dont je parlais, que véritablement dans la démonstration. Une démonstration, elle doit résister à l'opposition. Elle doit résister aux fameux signes noirs de Popper. Hein, je rencontre des signes blancs, tous les signes sont blancs, je vois un signe noir, et ben toute ma théorie sur la couleur des signes, voilà. Et les soft skills, je crois qu'il faut aussi qu'on soit capable de rencontrer nos signes noirs. La question que je pose, et j'aimerais qu'on se la pose ensemble, on aura peut-être un petit peu de temps pour le faire, c'est la vision du monde sous-tend les soft skills, ou sous-tend les soft skills. Parce qu'en fait, derrière notre vision des soft skills, derrière tout ce que j'entends et tout ce que je lis là-dessus, et je suis moi-même là-dedans, hein, c'est qu'on dessine un individu désirable. Et quand on y réfléchit, moi je pense, mais peut-être que vous me direz le contraire, qu'on est dans une vision très libérale
de l'homme petite entreprise, comme disait notre grand chanteur Bachung. Un homme ou une femme, bien sûr, un humain responsable de son capital ressource, de son employabilité, qui a envie de progresser, de réussir sa vie, hein, réussir sa vie, bien sûr de sortir de sa zone de confort. Voilà. Et je crois qu'il faut se le dire, peut-être qu'on pourrait envisager autre chose. Et je crois qu'on est quand même dans ce paradigme où il faut réussir, il faut être plus performant, au sens même, bien dans ses baskets. Hein. Voilà. Et je crois qu'il faut se poser la question d'autres, peut-être, visions de l'homme, de l'humain, à l'œuvre, au travail, en l'occurrence. Alors, les risques de ne pas s'interroger, ils sont quand même assez nombreux. Je crois que j'en ai relevé 5 ici pour la démonstration. Les premiers, c'est les risques des 4D. Déception, dévoiement, désaffection et défiance. Alors, la déception, c'est facile. On m'a promis, je suis RRH, DRH ou salarié, on m'a promis de travailler sur les soft skills. Pas du tout le résultat que j'attendais, le ROI, qui soit qualitatif, financier, déception, disconfirmation négative, comme on dit. Le dévoiement, voilà, à force d'en faire, à force de mettre dans le grand tas des soft skills plein de choses, je parle d'autre chose et j'ai des dérives, je reviendrai beaucoup là-dessus. La désaffection. Bon, écoutez, moi, les soft skills, ça me paraît être un nouvel ordre moral dans l'entreprise. On m'en demande trop. Je ne me sens pas du tout d'être empathique ou d'être audacieux. Voilà. Je me mets en retrait et voilà. Et puis la défiance. Mais qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on veut gratter mon intimité? Moi, je viens bosser. Le boulot, c'est une chose. Ma vie, c'en est une autre. Et quand on touche aux soft skills, on touche à quelque chose qui est quand même autre chose que mon expertise et ma vie professionnelle. Les soft skills sont au cœur de 3 sphères, je viens de le dire. Elles sont au cœur de tout ce qu'on va appeler la sphère du développement personnel. Je viens un petit peu d'en parler. Toute la sphère du management et du leadership, avec la recherche de légitimité professionnelle. Et elles sont aussi beaucoup dans une sphère d'outils, méthodes, process, avec la fiabilité des outils, dont l'intelligence artificielle. Et on voit bien qu'on les aborde avec des facettes un peu différentes. Je parlais de faces cachées. Voilà, il y a des facettes qu'on va travailler de façon plus ou moins suivant son angle de vue. Certains qui sont plus en psychologie vont voir le développement personnel, viennent du coaching. D'autres viennent du management, du leadership, vont voir plus la problématique professionnelle. Et puis ceux qui viennent de la technique, j'ai eu des dialogues récemment, vont avancer sur les fameux questionnaires, remplissage, courbes, etc. C'est un objet complexe et explorer toutes les facettes est un enjeu très important. Parce que nous pouvons avoir un risque très important d'assignation et de manipulation. Dans la sphère personnelle, on peut aller très vite vers être une meilleure version de moi-même. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. En management et leadership, cette fameuse injonction tous leaders, motivés, engagés, influents, on dit beaucoup à nos étudiants dans les écoles de management. Et puis avec l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, voilà, on va mieux évaluer, on va mieux vous aider à avancer, on va mieux aider à vous connaître. Mais les soft skills, c'est un objet complexe. Les débiter en morceaux, c'est dangereux. Et je rappelle que la somme des parties ne fait jamais un tout. Et que là, il y a vraiment une petite inquiétude de ma part avec tous ces tests qu'on nous assène. Les 3 injonctions pouvant relever ensuite de ces effets qu'on appelle Pygmalion ou Golem. Alors, effet Pygmalion, voilà, tu es audacieux, tu es très en phase avec notre besoin de réflexivité, c'est important pour nous que tu aies cet esprit d'équipe, tu maîtrises bien tes émotions. Voilà, mon estime de soi, moi, est gonflée et j'avance de plus en plus dans mon assertivité, dans mon agentivité, comme on le dit. Et l'effet golem, tu ne feras rien de bien, mais on attend de toi beaucoup plus d'empathie, on attend de toi beaucoup plus de communication, on attend de toi beaucoup plus d'esprit d'équipe, avec cette petite spirale vicieuse et négative qui peut nous dire, d'une petite voix intérieure, mais voilà, comment je peux en sortir de ça? L'éducation et l'effet golem on se relève difficilement d'un effet golem. Donc ça, c'est un autre risque.
L'autre risque, et là je l'ai observé, on l'a vu, il y a d'ailleurs maintenant une littérature qui existe là-dessus, c'est les risques d'exclusion. Comme je le disais en entrée, on ne sait pas trop où est le curseur. Difficile de savoir le niveau d'audace, le niveau de connaissance de toi, où est-ce qu'on va le mettre. Et du coup, le risque, c'est qu'on est toujours le pas assez ou le trop de quelque chose. On va être plus du ressenti, faute d'évaluation objective. Et l'évaluation objective, elle me fait frémir pour les raisons dont j'ai parlé. Donc, on rejoint dans cet esprit critique que je veux avoir toutes les dérives qu'on peut observer sur les holocraties, les entreprises libérées, où on voit après quelques années d'exercice, eh bien, un principe qui se met en place qui est l'exclusion. Et parce qu'on veut des gens audacieux, parce qu'on veut des gens adaptables, et on va petit à petit exclure des personnes. Alors, les exclure réellement ou les laisser s'exclure. Et sur des frontières qui seront floues, qui ne seront pas des frontières comme les hard skills, de compétences au sens où on peut objectiver beaucoup plus, avec beaucoup plus d'expertise, le fait qu'on n'est pas au niveau de la compétence attendue avec les hard skills. Ça rejoint aussi toutes les approches critiques qu'on peut faire du coaching. Et une fois de plus, avoir une approche critique, ce n'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, c'est l'idée de l'adaptation. Est-ce que j'attends de toi que tu t'adaptes à ma vision, mes valeurs, les valeurs de l'entreprise? Et là, je crois qu'il y a vraiment un principe d'exclusion qui peut se mettre en place, d'autant plus dangereux qu'il ne sera pas véritablement avec un périmètre clair. Dernier risque, ou avant-dernier risque que je veux pointer, c'est le risque de dérive. Alors, j'ai repris, parce qu'il existe des nomenclatures, je pense au Progress, au World Economic Forum, il existe des nomenclatures sur lesquelles on peut s'appuyer, et c'est vrai que si on pouvait éviter chaque fois d'avoir des arborescences impossibles, voilà, l'adaptabilité trop poussée, mal comprise, peut aboutir à la passivité. C'est-à-dire être adaptable, c'est accepter de changer à une procédure, de changer d'attitude, mais on peut en arriver à être dans un retrait qui fait qu'on accepte tout. L'empathie, être en communication avec l'autre, peut aller jusqu'à la souffrance. Je communique tellement avec l'autre que je ressens aussi ses émotions et me mettre en souffrance. L'audace peut nous mener à une prise de risque, à l'insouciance. L'enthousiasme, la demande d'enthousiasme peut être feinte, et l'enthousiasme peut être fin et mener à la théâtralisation. La confiance en soi peut être de la surconfiance. Cette fameuse résistance au stress qu'on attend, ça peut être aussi de refus d'aide et qui peut conduire à des catastrophes comme le burn-out. Le contrôle des émotions, eh ben, ça peut être du retrait complet, du désengagement. La curiosité peut être de l'intrusion. Voilà, je reviens à cette notion de curseur qui peut être très bien, dans le bien dosé, peut être dangereux. Et c'est vrai que cette question du dosage, qui est la grande ingratitude du management, qui a la grande ingratitude de cette fonction de relation aux autres, eh bien on la retrouve dans ces soft skills. Alors, risque également, qui me semble, c'est l'imposture. Quand les soft skills masquent de l'incompétence. Alors, j'ai mis cette une du Time avec un grand incompétent qui a été Donald Trump, mais qui peut masquer mon audace, ma créativité, ma capacité d'écoute, etc., feintes, réelles, peuvent masquer une absence de compétence sur les skills. Et c'est pour moi pas la seule, une des causes possibles de la kakistocratie, qui est, je vous le rappelle, du mot grec, le management des incompétents, par les mauvais. Et c'est, je pense, une question. Et c'est vrai que je parlais en introduction de l'importance du temps. On peut se faire complètement avoir par quelqu'un qui a d'excellentes soft skills, d'excellents savoir-être, si l'entretien n'est pas assez long, si on ne le regarde pas assez longtemps pendant sa période d'essai, si on ne prend pas ce temps dont je vais parler pour le connaître. Comme à contrario, en prenant le temps, peut découvrir des potentiels chez des personnes qui, a priori, ne savent pas, entre guillemets, les vendre.
Donc, il faut savoir raison garder. Il y a eu 2 épisodes très récents que j'ai trouvé très intéressants, que je pioche complètement exprès hors du monde du management. Mais il y a beaucoup d'exemples dans le monde du management. Le premier, c'est Naomi Osaka, cette grande tenniswoman, très grande championne de tennis, qui vient de quitter Roland-Garros parce qu'elle refusait, par peur, par appréhension. J'ai visionné des vidéos, des entretiens qu'elle avait eus. Je ne pense pas que ce soit un mensonge. Les fameuses confrontations de conférences de presse avec, en effet, ces questions toujours problématiques qu'on peut avoir. Et Louane, la chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais qui est quand même une très grande voix, qui a d'ailleurs d'autres talents, puisqu'elle a été reconnue comme actrice, et qui a été flagellée, conspuée sur les réseaux sociaux pour son surpoids. Alors, pourquoi je parle du surpoids? Parce que c'est l'apparence physique, et l'apparence physique est souvent liée à des soft skills supposés, biais de confirmation. Et le surpoids est lié à une soft skills ou un manque de soft skills qui est la maîtrise de soi. On est gros parce qu'on ne sait pas réguler son appétit et on n'est pas en maîtrise de soi. Et je rappelle que c'est une des premières discriminations sur le marché du travail. Donc, savoir raison garder aussi par rapport aux jugements qu'on peut avoir, qui sont sur des soft skills, mais qui vont entamer. Et à un moment de dire, mais elle est chanteuse. Et j'attendais qu'elle chante bien. Elle est tenniswoman. J'attendais qu'elle joue bien du tennis. Et on peut avoir tout à fait la même réflexion d'entreprise. J'ai besoin de gens compétents en hard skills. Ça ne s'oppose pas. Je terminerai donc par l'idée que les compétences douces restent des compétences. Elles n'ont rien d'autre. Ça veut dire des compétences, c'est-à-dire mobilisables pour l'action, et qui ne sont évaluables que dans l'interaction. Et elles sont contingentes à une culture, à un contexte, à un moment donné. Et travaille actuellement, travailler sur une vision interculturelle des soft skills. Nous n'avons pas du tout, je l'ai vu, les mêmes attentes au Japon, en Afrique, et encore certains pays d'Afrique, comme en France. Je termine vite. Donc, plus transférable que les hard skills, mais touche à l'intime. C'est les 2 critères que je leur donnais, et elles ne s'opposent pas aux hard skills, parce que là aussi, la désaffection des hard skills au profit des soft skills, quelquefois, me fait un peu peur. Je terminerai donc par les soft skills ne sont pas un Graal, j'espère vous avoir au moins interpellé là-dessus, qu'il y a beaucoup de postulats à interroger pour garantir une dimension critique, qu'il faut adopter des définitions communes, et qu'il faut sortir du jugement avec des méthodes et des messages plus modérés. Accepter la construction. Nous sommes en construction, nous sommes en interaction, nous sommes dans un paradigme d'interaction, et attention de ne pas jouer aux apprentis sorciers avec nos fameuses soft skills. Voilà, donc en conclusion, les soft skills, merveilleux, mais c'est pas forcément mou au sens de l'édredon, comme je l'ai montré, ça peut être aussi très fragile et cassé. Vous cassez, me cassez. Voilà. Donc, je terminerai en vous remerciant et en attendant. Alors, je vais maintenant aller sur le chat, comme je suis toute seule, et regarder un petit peu si vous aviez des questions, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes pour vos questions. Alors là, il faut être une soft skills, alors qu'on n'est pas tout à fait une ambidextre. Hein. L'ambidextrie, c'est la capacité à produire tout en préparant l'avenir. Et c'est quelque chose qui est quand même très, très attendu dans beaucoup de métiers. Donc, je vais essayer d'être ambidextre. Et là, mais comme je ne suis pas beaucoup, je vais aller sur le chat. Alors, je recommande Tout s'accélère, le film de Gilles Vernet. Il en a fait beaucoup d'autres depuis. Alors, j'avoue que je ne connais pas, mais merci du partage. Oui, alors, conformisme, béni oui oui, flagornerie. Oui, moi, je crois qu'il faut toujours questionner un sujet qui est unanime. Ça, c'est pour moi une règle. Alors, c'est pas évident comme attitude. Ça peut vous être beaucoup reproché. Les porteurs d'interrogation ou les porteurs de remise en cause sont ou écartés, voire les porteurs de mauvaises nouvelles, hein, vous le savez, peuvent être eux-mêmes mis à l'encan. On dit que dans l'Antiquité, ils étaient même tués. Mais ça revient au courage, et qui est pour moi une des vertus les plus importantes quand on fait du management ou même dans l'entreprise. Quelle place pour l'assertivité, le dynamisme, la combativité? Il en faut. Et c'est vrai qu'il faut de la place pour tout ça. Mais peut-être pas dans tous les métiers. Là aussi, je rappelle le curseur. Au service de quoi?
c'est le contexte. Et il y a le moment. Il y a des moments, il faut savoir être dynamique et combatif. Il y a des moments, au contraire, il faut savoir ne pas l'être. Vous le voyez très bien dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc, c'est vrai qu'une bonne connaissance de soi, j'ai tendance à surréagir, j'ai tendance à l'assertivité, ben, ça peut être ne plus être du tout dans l'écoute de l'autre et de manifester une surconfiance dont je parlais. Ben, ça peut être aussi, attention, je vais trop loin, le curseur est trop loin. Rien, vous savez, c'est comme la fameuse phrase de Paracels, le poison, il n'y a pas de bon ou de mauvais poison. Le poison peut guérir, le poison peut tuer. C'est le dosage. Donc, c'est ça qui est important. N'y a-t-il pas le risque que la défiance soit la même que pour le management bienveillant, maintenant peu convaincant car il s'est accompagné par trop de manipulation? Ah, mais je vous suis complètement. Alors, c'est Christelle. La bienveillance fait partie justement de ces risques qu'on a et le fameux effet Pygmalion qui peut aller alors sur le fameux syndrome, par exemple, de la case de l'oncle Tom, hein, le bon esclave, la bonne mère de famille. Ah, tu es une bonne gestionnaire, je compte sur toi, bon assistant, voilà, et qui vous manipule, qui vous engage dans des chemins qui ne sont pas forcément les vôtres. La bienveillance est quelque chose qui peut être en effet très manipulatoire. Je vous suis complètement. Prise de recul salutaire. Les prises de recul sont toujours salutaires. Je prends toujours l'image des peintures impressionnistes. Quand vous êtes au musée d'Orsay, par exemple, vous allez y retourner ou dans vos villes, hein, vous regardez une peinture impressionniste, vous savez, c'est fait de plein de petites taches de couleur. Si vous êtes complètement collé à la peinture, vous ne voyez que les petites taches. Quand vous vous reculez, vous voyez la peinture, la grande image. La prise de recul vous permet de voir la grande image. Alors, c'est pour cela qu'il faut travailler avec les singularités de chacun sans leur imposer de devenir ce qu'ils ne sont pas. Tout à fait. Il faut un chef d'orchestre qui sait coordonner les équipes avec leurs particularités pour qu'il y ait une synergie. L'image de l'orchestre me parle. Un manager doit savoir faire circuler la musique. Et je dis toujours, toujours, dans la plus grande symphonie, à un moment, le petit triangle va faire ding, mais sans lui, la symphonie n'existera pas, alors que pendant les violons auront joué, ou les hautbois, ou les corps. Nous avons à faire circuler de la musique dans l'organisation. Chacun y contribue. Tout le monde n'a pas non plus à cultiver le même potentiel. Après, on ne parle plus de soft skills, on parle de valeurs partagées. C'est une autre question, même si ça peut les rejoindre. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir, je l'ai encore vu dans une entreprise récemment, de prendre des soft skills, je pense par exemple à l'audace, comme une valeur. Et là, il y a une vraie question aussi à se poser, car la marge est étroite. En tout cas, sachons bien ce que nous faisons en disant que c'est une valeur que l'audace. Peut-être que tout le monde n'a pas besoin d'être audacieux dans une entreprise qui fabrique, je ne sais pas, du matériel industriel. Ça rappelle les théories des vertus chez saint Thomas. Chaque vertu a un vice en mode mineur, tout à fait. Pour reprendre le courage, ça peut être la témérité, tout à fait. Le courage, ça peut être de l'audace, ça peut être la témérité. L'insouciance, ça peut être très grave aussi. C'est un petit peu mon slide là qui passe du vert au rouge. Et en effet, vous avez aussi la fable des abeilles de Mandeville qui vous montre qu'en fait, beaucoup de choses sont construites positives. Notre monde est beaucoup construit sur des vices, c'est des vices cachés, enfin, on peut appeler ça des vices. C'est une question de point de vue, car l'incompétence pour vous et pas forcément pour d'autres, c'est d'ici que vous parliez concernant les biais. Alors, oui, on n'est jamais incompétent en soi. On est incompétent par rapport à un contexte, par rapport à des attentes. Ça, il faut bien le comprendre. On est incompétent parce qu'on n'a pas été formé. Et là, c'est le savoir-faire du manager. Tu n'arrives pas à ta compétence. Alors, sur les hard skills, on y arrive déjà difficilement parce qu'on n'a pas ce temps du management. On n'a pas toujours les critères suffisants, mais voilà, est-ce qu'on peut remédier à ton incompétence, enfin, ce que j'estime être ton manque de compétences? Ça peut passer par de la formation. Peut-être qu'on s'est plantés tous les deux dans ce recrutement ou dans cette promotion, et on va peut-être passer à autre chose. Il y a un moment aussi, il faut savoir se séparer. Management, c'est aussi savoir dire non, c'est aussi savoir se quitter. Et voilà, c'est la compétence en soft skills. C'est plus des questions d'adéquation à des moments donnés. Moi, j'ai beaucoup vu, par exemple, chez des étudiants en alternance, des étudiants mais qui s'étiolaient, mais on le voit aussi chez des salariés, et qui tout d'un coup
ont la chance de pouvoir changer d'entreprise et renaissent. Mais on le voit aussi avec beaucoup de collaborateurs. Ce n'est pas eux qui sont incompétents. Alors, je parle plus des soft skills ou même des hard skills, mais c'est l'adéquation de leurs compétences avec les attentes du poste ou de l'entreprise. Alors, arrêtons de faire passer des tests, apprenons. Oui, ça, je suis assez d'accord sur la question des tests. Alors, ils ne sont pas tous à jeter, hein, mais c'est vrai que quelquefois, on est dans cette assignation. Alors, on est d'abord dans cette histoire des parties, que quand on additionne, ne font jamais un tout, et avoir un regard global sur le tout. Alors, on va me dire, après, c'est relu par des psychologues, mais n'empêche, je l'ai tellement vu, ça fait un mal fou, parce qu'on a une image, vous voyez, qui nous fige, et là, on est souvent nous-mêmes dans nos autobiais de confirmation par rapport à nous. Et puis, voilà, ça ne fait pas non plus un tout global, une appréciation globale. Je suis prof, je corrige des copies et je sais trop que quand je fais des critères, il faut absolument à un moment que j'ai un regard global sur le travail parce que qui sera souvent assez décalé par rapport à l'addition des critères que j'ai eus. Alors, prise de poids ou surpoids subjectif, oui, mais c'est vrai que la question du surpoids, à quel moment on est en surpoids là aussi, hein, suivant les cultures. Alors, il y a les critères objectifs médicaux avec les prises de risque, mais il y a aussi, là je disais des choses sur l'obésité, par exemple au Japon, les femmes qui dépassent 50 kilos, quelle que soit leur taille, c'est une catastrophe. Donc, on a tout le regard social aussi sur les soft skills. C'est vrai que c'est un vrai problème. Cassandre, non, je ne pense pas être Cassandre en disant simplement ne pas être Madame Irma, ce qui est déjà bien, et voilà, essayer de décrypter avec beaucoup de modestie tout ce qui peut se passer pour éviter justement les dérives, et peut-être dire à des gens qui sont, parce que j'en ai rencontré dans des entreprises cassées par les soft skills, je vous dis, il y a de plus en plus maintenant d'analyses là-dessus, qui ont été exclus, je l'ai vu, hein, et il y a d'ailleurs des témoignages maintenant une émission de France Inter très intéressante là-dessus, à un moment donné, là c'était plus l'entreprise libérée, quand on est cassé par manque de soft skills, hein, écoutez, je crois que c'est intéressant aussi de se dire qu'on n'a peut-être pas tout à fait tort. Alors, pouvez-vous m'expliquer le dosage? Oui, l'idée du dosage, voilà, c'est quel que soit l'outil, on parlait de bienveillance, on parlait d'écoute, on parlait d'exigence, il faut toujours doser. Est-ce que je vais être très exigeant avec l'un parce qu'il a besoin d'un cadre, moins exigeant avec l'autre? Une période où il y a beaucoup de pression, il faut plus d'exigence peut-être qu'une où il y a moins de pression, ou le contraire. Donc, il n'y a jamais ce qu'on essaye souvent dans les écoles de management, dans les formations, surtout les formations très courtes, voire les webinaires, c'est qu'il n'y a plus les zones grises. C'est noir, c'est blanc. Alors que le management travaille toujours dans du gris clair et du gris foncé. C'est l'expérience. Hein. J'ai beaucoup managé, j'ai beaucoup enseigné, j'ai beaucoup cherché sur ces sujets-là. C'est l'expérience qui m'a enseigné. Des pays anglo-saxons, oui. De toute façon, ne vous leurrez pas. Si ça s'appelle soft skills, c'est que c'est un mot anglo-saxon qui nous arrange bien. Mais le monde du management français est dominé par le mainstream, la pensée mainstream anglo-saxonne, américaine. Et quand je vous dis, interrogeons la vision de l'homme que nous avons sur les soft skills, l'humain, et quand je vous parle de néolibéral, on est dans la lignée du mainstream américain, hein, du Bentham, voilà. Alors avec très intéressant, des racines très tocquevilliennes à mon sens. Mais bon, c'est ce qu'on a fait pour le moment, on n'a pas développé notre propre projet très français là-dessus. Que pensez-vous des math skills? Alors, moi, les math skills, je regrette qu'elles s'appellent math skills. J'ai beaucoup travaillé sur quelque chose qui s'appelle la validation des acquis expérientiels, qui permet d'avoir des diplômes ou parties de diplômes sur la validation de ces compétences. Et je rappelle que quand on parlait d'expérientiel, on en parle toujours, c'est moins à la mode, on parlait justement de toutes ces compétences qu'on a hors champ professionnel. Je suis convaincue qu'être une mère de famille ou un père de famille nombreuse, d'être président d'une association, d'être community manager dans un club de judo, etc., comme je l'ai vu, c'est enrichissant. Ça donne des compétences qui ne sont d'ailleurs pas que des compétences soft, qui peuvent être des compétences hard. Et là, donc, qu'on appelle maintenant math skills, mais je pense que c'est pas la bonne appréciation, qui sont toutes ces expériences hors champ professionnel
Mais heureusement que ça existe et heureusement qu'on a envie de les valoriser. Nous ne sommes pas que des êtres de travail et des êtres au travail. Nous avons tellement de choses, de richesses et de potentiel en nous, en dehors de ce que nous faisons dans notre vie professionnelle. Ça, je pourrais en parler énormément. Voilà. Alors, les références bibliographiques, écoutez, il y a pourrais peut-être les ajouter sur le. Mais c'est vrai que je me réfère surtout à des textes qui sont plus académiques, peut-être plus fondamentaux, pour justement éviter le brouhaha. Des grands ancêtres des soft skills, c'est des gens comme Le Botter, Zarifian, Sandrine Bélier, alors qu'ils n'avaient pas ce mot à la bouche, et d'ailleurs, c'est pas mal aussi. Ce sont aussi des gens comme Vygotsky que j'ai cité. Ça vient souvent de l'apprentissage, des notions d'apprentissage avec des psychologues de l'apprentissage, parce que malgré tout, et je terminerai là-dessus, les soft skills, c'est une question d'humanité, c'est être. C'était des savoir-être. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. On a terminé ce tour d'horizon. J'espère d'autres rendez-vous sur ce sujet tout à fait passionnant et que j'espère avoir éclairé un peu de son côté caché. À bientôt.